C'est un pays qui l'a accueilli à bras ouverts lorsqu'il n'avait que 7 ans. Bonjour, comment ça va? Pourtant aujourd'hui, Mohammad, 59 ans, danois d'origine pakistanaise, se sent rejeté dans son propre pays. Le balcon du milieu qu'on voit là, c'était notre logement. Il y a 3 ans, ce directeur d'une société de taxi a été expulsé de son appartement avec sa femme et ses 4 enfants. Une maison, ce n'est pas juste 4 murs. Une maison, c'est ce que l'on y construit, tous les souvenirs qu'elle contient. Nos 4 enfants y sont nés et ont grandi là. La raison de cette expulsion est politique. En 2018, le Parlement danois vote ce que l'on va baptiser la loi ghetto. Elle durcit considérablement la politique d'immigration. Pour la municipalité, trop d'étrangers vivent dans les logements sociaux du quartier de Mohammad. S'appuyant sur la nouvelle loi, elle décide de séparer ces personnes d'origine étrangère. 200 familles sont expulsées, puis relogées un peu partout dans Copenhague. Je n'aurais jamais pu imaginer, même dans mes pires cauchemars, que mon propre pays adopterait ce type de législation à l'égard de ses propres citoyens. Où l'on expulse des citoyens ordinaires, respectueux des lois, de leur habitation, où on les expulse de force et où l'on vend leur logement à des fonds d'investissement. Mohammad et sa famille vivent désormais depuis 2 ans dans un nouvel appartement de 60 mètres carrés. La surface a été réduite, mais le loyer reste le même. Alors avec un collectif de résidents du quartier, il a décidé de porter plainte contre le gouvernement. Nous nous attendons à ce que la Cour d'appel de l'Est rende une décision selon laquelle la loi est directement ou indirectement discriminatoire. On verra alors que sur la base d'une loi illégale et invalide, on a expulsé tant d'habitants de leur logement, les forçant à partir avant de vendre leurs habitations à un fonds d'investissement. Le père de famille rêve de récupérer son appartement, mais il a peu d'espoir. Quelque chose a changé dans son pays d'accueil. Alors que le Danemark était un des pays les plus accueillants au début des années 2000, il a désormais mis en place une des politiques d'immigration les plus strictes d'Europe. Regroupement familial impossible, réduction drastique des prestations sociales pour les étrangers ou les personnes d'origine étrangère. Le Danemark n'est plus la terre promise qui validait encore 81% des demandes d'asile en 2015. Aux élections législatives de mars 2026, l'extrême droite a récolté 9% des suffrages. C'est 3 fois plus qu'en 2022. Quelques jours avant le vote, Eva Beckman, la candidate du Parti des démocrates du Danemark, avait le sourire. Devant le centre commercial de Frederiksberg, elle va à la rencontre des électeurs. Nous ne voulons pas de personnes venant de pays islamiques, parce que nous avons eu de très mauvaises expériences avec certaines d'entre elles. Nous n'aimons pas quand on se couvre le visage avec un voile. C'est un pays libre et les hommes et les femmes sont égaux. Aujourd'hui, plusieurs autres partis mènent campagne au même endroit. Mia Tang, la candidate du parti de droite notamment, et elle aussi parle immigration. C'est l'un des pays les plus démocratiques au monde et il faut respecter cela et ne pas, par exemple, imposer sa religion aux autres. Je pense donc qu'il est très important de défendre nos valeurs danoises. Et c'est un discours qui séduit ici, bien au-delà de l'extrême droite. Je ne suis pas raciste, mais il y a aussi des musulmans très radicaux au Danemark, surtout autour des mosquées, avec les imams et tout ça. Et le Danemark est un pays très petit. À mon avis, il faut aussi faire quelque chose à ce sujet. Jan Jorgensen, lui, est le candidat du parti de centre-droit. Entre 2 distributions de chocolat, et pour être sûr de se faire réélire au Parlement, lui aussi a choisi un thème porteur. Je fais partie du gouvernement et nous essayons d'accueillir le moins possible de demandeurs d'asile. Nous voulons aider des gens dans des pays proches de leur pays d'origine. Si vous venez de Syrie, il sera préférable pour vous d'être dans un pays proche, avec une culture similaire. Voyager au Danemark est parfois une bonne idée, mais souvent ce n'est pas la meilleure solution. Le thème de l'immigration s'est solidement installé au cœur de la campagne électorale, mais pas seulement. À 30 km au nord de Copenhague, l'université de Roskilde
est connue comme une université de gauche. Depuis quelques mois pourtant, elle est au cœur d'une polémique qui a secoué le pays. Il y a 8 mois, des politiques découvrent qu'un sixième des étudiants des programmes de master sont originaires du Bangladesh. Cette information fait scandale et l'université est contrainte de fermer le master en développement et études internationales. Même la première ministre socialiste dénonce ce trop-plein d'étudiants étrangers dans un discours le 13 septembre 2025. Il y a 5 ans, l'université de Roskilde comptait 9 nouveaux étudiants de master originaires du Bangladesh. Et l'année dernière, 1 sur 6 nouveaux candidats à l'université vient du Bangladesh. Quand on dit cette phrase, on dirait une blague. À mes yeux, il y a un abus évident de nos programmes d'études. Et nous y mettrons bien sûr un terme en tant que gouvernement. Mais la pilule a du mal à passer auprès de Célina. Cette étudiante en psychologie est la présidente du conseil étudiant. Il est très clair que ce discours que les responsables politiques tiennent constamment, selon lequel les immigrés viendraient dans notre pays pour voler notre éducation, nos emplois, nos opportunités, est précisément ce qui a alimenté cette haine et cette discrimination à l'encontre des étudiants bangladais. Pour les étudiants que représente Célina, il est clair que l'université subit une pression de la part des partis d'extrême droite. C'est vraiment un Danemark dans lequel j'ai peur de vivre. J'ai l'impression que nous sommes en train de nous engager sur la voie que prennent les États-Unis aujourd'hui. D'autres universités dans le pays ont également annoncé qu'elles allaient modifier leurs conditions d'admission. Le changement de paradigme et de politique migratoire du pays a trouvé son expression aussi dans les chiffres. En 2025, 10 000 demandes d'asile de moins étaient acceptées par rapport à 2015. Nicolas Escatch, comment expliquer ce changement de politique migratoire dans les années 2010 ? D'abord, il y a eu une augmentation de la demande d'asile très forte, multipliée par 9 entre 2008 et 2015. L'arrivée effectivement de l'extrême droite à des chiffres très élevés. Les élections législatives de 2015, c'est 21%. Pour le Parti populaire danois, donc ça a eu un rôle extrêmement important. Et puis par la suite, une série de mesures effectivement qui ont beaucoup choqué. La loi des bijoux, confiscation des biens des migrants à la frontière, l'allongement de la durée de rapprochement familial. Donc toutes ces mesures qui ont extrêmement choqué en France et qui ont été prises par la suite. Mais qu'est-ce qui a changé en fait ? Il y a un lien à faire quand même, parce qu'il y a eu des attaques, enfin ce qu'on appelle d'ailleurs des attentats islamistes. C'est comme ça que les Danois l'appellent. On se souvient des manifestations contre les ambassades danoises, norvégiennes au Moyen-Orient pour protester contre les caricatures de Mahomet. On se souvient aussi du meurtre du réalisateur Theo Van Gogh, tué par un islamiste. Il y a eu aussi une attaque dans un café de Copenhague lors d'un débat justement sur les caricatures. Est-ce que ce moment, ces attaques, ça a aussi peut-être changé, on va dire, l'état d'esprit des Danois vis-à-vis de la politique migratoire ? Bon, je pense qu'il y avait un fond de toute manière. On l'a évoqué, le fait que les Danois aient un sens aigu de la communauté parfois fermée. Le fait que la confiance, qui est caractéristique du Danemark, se transforme progressivement en confidentialité, en fait d'être défensif par rapport notamment au modèle social. Donc ça, c'était le fond qui existait. La montée effectivement de l'extrême droite a créé dans le débat public vraiment une question autour de l'immigration, et cette question s'est poursuivie, quel que soit le parti au pouvoir. Et donc ça a entraîné aussi un fond très fort. Et puis je dirais que effectivement ces attaques ont joué un rôle de catalyseur, bien sûr important. Transformer la confiance en confidentialité, et on crée une bascule à ce moment-là très forte. Maxence Lydia, ce qui peut surprendre quand on regarde votre reportage, c'est que finalement les sociodémocrates, partis de centre-gauche, ce sont eux qui ont limité drastiquement l'immigration, finalement. Ce sont eux qui sont au pouvoir depuis des années. Oui, c'est ça. Et en fait, pour peut-être un peu comprendre ça, comme disait Nicolas, il faut remonter quelques années aussi en arrière. Notamment en 2015, il y a eu ce pic migratoire en Europe, notamment au Danemark. Avec la Syrie, oui. Tout à fait. Où là, les partis d'extrême droite au Danemark se sont emparés de cette thématique pour imposer leur ligne très dure. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que ça a été adopté par tous les partis de l'échiquier politique danois, et notamment des sociodémocrates. Parce qu'en fait, ça touche à l'idée de l'État-providence, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un contrat social très fort entre l'État et ses citoyens, où les Danois vont payer beaucoup d'impôts, et à l'inverse, on veut un système de santé robuste, etc. Et donc, lorsqu'on a des personnes étrangères qui viennent sur le territoire, l'idée qui peut être pensée par les Danois, c'est qu'ils profitent du système. Et donc,
on a l'impression aussi que c'est un jeu électoral de la part de ces partis où ils savent pertinemment que c'est un argument qui va faire écho pour un certain électorat. Et donc, ils s'en sont tous emparés. Et puis, on se souvient, en 2019, Mette Frederiksen disait qu'elle voulait faire du Danemark un territoire sans demandeurs d'asile. Et comme vous le dites, c'est un parti de centre-gauche. Donc, ça paraît étonnant. Mais aujourd'hui, ça s'est infusé dans toutes les strates de l'échiquier politique danois. Dans votre reportage, vous avez beaucoup, vous êtes appuyé, vous êtes allé enquêter justement sur cette loi anti-ghetto. Est-ce qu'elle a vraiment fait changer la physionomie du quartier de Nørrebro à Copenhague où vous avez tourné? Oui, alors ça a changé. Nous, ce qu'on entendait sur ce quartier avant d'y aller, c'est que c'est un quartier dur, où il y avait des gangs, etc. C'est ce qu'on pouvait lire dans les médias, en tout cas. Quand on est arrivé, on a rencontré Mohamed, qui nous a expliqué, lui, son point de vue sur ce quartier-là, où il disait qu'il y avait beaucoup de familles en fait, qui vivaient là depuis des années et ils ont été expulsés un petit peu du jour au lendemain et répartis un petit peu partout dans Copenhague. Mais ça a changé. On voit notamment les immeubles là-bas. Maintenant, ce sont des appartements de standing. C'était des logements sociaux. Maintenant, c'est des appartements de standing. Par exemple, l'appartement de Mohamed, il payait à peu près 7 000 couronnes, ce qui fait à peu près 930 € par mois. Aujourd'hui, il est à 19 000 couronnes. On est à 2 500 € par mois. Et c'est donc 3 étudiants qui se le partagent en colocation. Et donc, lui, ça lui fait un peu le cœur quand il voit ça. Mais c'est dans cette démarche de ne plus avoir de ghetto d'ici 2030. Ils font ça, mais c'est au détriment de populations, de gens comme Mohamed qui se retrouvent expulsés et relogés. Cette loi anti-ghetto, elle avait... qu'en pensez-vous, Nicolas Escatch? Elle est brutale, hein. Je pense qu'il faut dire les mots, c'est une loi brutale. Le fait de prendre en compte les non-occidentaux et d'en faire un pourcentage par quartier, pour moi, ça va à l'encontre complètement de cette confiance qu'on a du Danemark, cette image de confiance qu'on a du Danemark. Et vous parliez tout à l'heure de modèle. Je pense que, évidemment, le modèle danois a été fortement fantasmé depuis la France, mais ce type de loi a beaucoup choqué à l'étranger.